Fermez les yeux un instant. Vous l'entendez, ce silence? Pas le silence d'aujourd'hui, saturé d'écrans et de notifications. Non. Le silence des dimanches d'autrefois. Celui qui s'étirait entre le carillon de midi et les voix lointaines qui montaient des cuisines. Ce silence plein, habité, presque sacré. Vous êtes là, dans le couloir de l'appartement familial ou sur le perron de la maison de campagne, et vous attendez. Dans quelques minutes, toute la famille va se rassembler autour de la table. Et c'était ça, le bonheur. Ces dimanches-là, ceux des années 80, ceux de votre enfance, ils n'étaient pas juste des jours de repos. C'étaient des cathédrales de temps, des espaces où l'on respirait autrement, où la vie ralentissait jusqu'à retrouver son rythme véritable. On ne les vivait pas, on les habitait. On s'y levait comme dans un vieux fauteuil qui connaît déjà la forme de votre corps. Mais ce que vous avez peut-être oublié, c'est que ces dimanches portaient en eux bien plus que des souvenirs de repas en famille. Ils racontaient une époque, une France qui croyait encore au rituel, une France où le temps n'était pas encore devenu cette denrée rare qu'il faut économiser, optimiser, rentabiliser. Et puis, un jour, pas brutalement, mais progressivement, insidieusement, tout a changé. Ces dimanches que vous pensiez éternels ont été les derniers d'un monde qui allait disparaître. Il y avait quelque chose de sacré dans ces matinées dominicales des années 80. Quelque chose que les générations d'aujourd'hui ne connaîtront jamais vraiment. Ce rituel immuable qui se répétait chaque semaine dans les pavillons de banlieue, les appartements des centres-villes, les maisons de village. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Le réveil était différent le dimanche. Pas d'alarme stridente, pas de précipitation. Juste la lumière qui filtrait doucement à travers les volets, les bruits étouffés de la maison qui s'éveillait sans hâte. Votre mère était déjà debout, elle l'était toujours avant tout le monde, et de la cuisine montaient ces odeurs qui n'appartenaient qu'au dimanche. Le café qui passait lentement dans la cafetière italienne, le beurre qui fondait dans la poêle, peut-être une brioche qui chauffait au four. Vous restiez au lit encore quelques minutes, pas vraiment endormi, pas vraiment éveillé, flottant dans cet entre-deux délicieux où le temps n'existe pas. Par la fenêtre entr'ouverte, vous entendiez les cloches. Elles sonnaient différemment le dimanche, vous ne sauriez pas l'expliquer, mais c'était ainsi. Leur son portait plus loin, résonnait plus longtemps, comme si l'air lui-même était plus pur, plus réceptif. Et puis il y avait ce moment particulier, celui où votre père ouvrait les volets en grand. Le claquement des persiennes contre le mur, la lumière qui inondait soudain la pièce, et sa voix qui disait toujours la même chose. « Allez, debout. Il fait beau, ce serait dommage de rester au lit. » Même quand il pleuvait, il le disait. C'était son rituel à lui, sa façon de dire que le dimanche avait officiellement commencé. Le petit déjeuner du dimanche n'était pas comme les autres. On prenait le temps. La table était mise avec plus de soin, la nappe propre, les bols alignés, les tartines découpées en mouillettes pour tremper dans le chocolat chaud. Votre père feuilletait le journal, votre mère préparait déjà mentalement le déjeuner, et vous, vous regardiez par la fenêtre ce dimanche qui s'étalait devant vous comme une promesse infinie. Parce que c'était ça, le luxe suprême des dimanches d'alors. Le temps. Du temps qui ne servait à rien. Du temps gratuit, offert, sans but précis. Du temps pour s'ennuyer, même. Et cet ennui-là n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'était un ennui créatif, fertile, un ennui qui vous poussait à inventer des jeux, à lire des livres, à dessiner, à rêver. Dans les années 80, les dimanches français suivaient une liturgie non écrite mais universellement respectée. Après le petit déjeuner, c'était l'heure des courses. Vous vous rappelez? Le marché dominical, avec ses étals colorés, ces marchands qui criaient leur prix, l'odeur du poulet rôti qui tournait sur les broches, celle des fromages alignés sur les tables de bois. Votre mère comparait les tomates, soupesait les melons, négociait le prix des herbes fraîches. Elle connaissait les bons marchands, ceux qui gardaient les plus beaux produits pour leurs clients fidèles.
Et vous, vous la suiviez, un peu dans ses jambes, fasciné par ce ballet de mains qui choisissait, touchait, emballait. Parfois, le poissonnier vous donnait une crevette à croquer. Parfois, la marchande de fruits glissait une fraise dans votre poche avec un clin d'œil complice. Le marché, c'était le cœur battant du dimanche. Un lieu de socialisation, de transmission, de vie. On y croisait les voisins, on s'arrêtait pour discuter, on prenait des nouvelles. Alors, ça va les enfants? Et le grand, il a eu son bac? Ces conversations n'avaient rien d'exceptionnel, mais elles tissaient le lien social, elles faisaient de vous quelqu'un qui appartenait à une communauté. Puis venait le retour à la maison, les bras chargés de cabas lourds. Et là commençait la préparation du repas dominical. Dans la France des années 80, le déjeuner du dimanche n'était pas négociable. C'était une institution, presque un acte patriotique. Quelle que soit la composition de la famille, quels que soient les emplois du temps, on se réunissait autour de la table. La cuisine se transformait en théâtre. Votre mère orchestrait, votre père épluchait les légumes en râlant gentiment, vous mettiez la table en comptant et recomptant les couverts pour être sûr de ne rien oublier. La maison s'emplissait d'odeurs. Le rôti qui dorait, les pommes de terre qui rissolaient, la sauce qui mijotait doucement. Et puis ils arrivaient. Les grands-parents, toujours les premiers, avec leurs bouquets de fleurs et leurs bouteilles de vin soigneusement choisies. L'oncle et la tante, avec les cousins qui se précipitaient déjà vers votre chambre pour découvrir vos derniers jouets. Parfois un ami proche, de la famille comme on disait, même sans lien de sang. On s'embrassait sur le perron. 4 bises, jamais moins. On échangeait les nouvelles de la semaine. On admirait qui avait grandi, qui avait changé de coiffure, qui avait bonne mine. Ces retrouvailles hebdomadaires créaient une continuité, un fil rouge qui reliait les semaines entre elles, qui donnait du sens au temps qui passait. À table, le temps se dilatait encore. On commençait par l'apéritif, un ricard pour les hommes, un porto pour les dames, un sirop à l'eau pour les enfants qui se sentaient déjà grands. Les cacahuètes salées, les biscuits apéritifs dans leur coupelle. Les conversations s'animaient. On parlait de tout et de rien. De la politique, toujours, des voisins, du travail, des projets de vacances. Puis venait le moment solennel où l'on passait à table. La nappe blanche était impeccable, les assiettes alignées, les verres étincelants. Votre père découpait le rôti avec application, votre mère veillait à ce que chacun soit servi selon ses goûts. Toi, tu aimes bien cuit, n'est-ce pas? Et toi, tu veux du gras ou du maigre? Le repas durait des heures. On ne mangeait pas, on festoyait. Entrée, plat, salade, fromage, dessert. Chaque étape avait son importance, son rythme propre. Entre les plats, on laissait le temps à l'estomac de se préparer. On discutait, on riait, on débattait. Votre grand-père racontait toujours les mêmes histoires, ses années de service militaire, l'après-guerre, le premier voyage en train, et personne ne l'interrompait parce que ces histoires faisaient partie du rituel. Les enfants s'impatientaient parfois, coincés sur leurs chaises, les jambes qui ballottaient sans toucher le sol. Mais on devait rester jusqu'au café. C'était la règle. Et dans cette contrainte même, il y avait une forme d'apprentissage. Celui de la patience, du respect des aînés, de l'importance de ces moments partagés. Après le café, enfin, on se levait de table. Il était rarement moins de 3 heures. Les hommes sortaient fumer une cigarette dans le jardin ou sur le balcon. Les femmes débarrassaient, oui, c'était comme ça à l'époque, on ne va pas réécrire l'histoire, en continuant à discuter, à commenter le repas, à échanger des recettes. Et vous, les enfants, vous étiez enfin libres. Libres de jouer dans le jardin, de faire du vélo dans la rue déserte. De construire des cabanes, d'inventer des mondes. Ces après-midi dominicaux étiraient le temps jusqu'à l'absurde. Les minutes devenaient des heures.
On jouait jusqu'à perdre la notion du temps, jusqu'à ce qu'une voix vous rappelle. On rentre, il va faire nuit. Mais il y avait aussi les dimanches pluvieux, ceux où l'on restait à l'intérieur. Et ceux-là avaient leur charme particulier. Les puzzles étalés sur le tapis du salon, les jeux de société qui duraient tout l'après-midi, Monopoly, Bonne Paye, 1000 bornes. Les disputes qui éclataient parce que quelqu'un trichait ou parce qu'on ne supportait pas de perdre. Les fous rires qui faisaient trembler les murs. Et puis il y avait la télévision du dimanche après-midi. Vous vous en souvenez? Ces programmes qui n'existaient que ce jour-là, qui faisaient partie intégrante du rituel dominical. Sport dimanche avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Dimanche Martin avec ses téléfilms américains doublés. La séquence du spectateur avec ses vieux films français en noir et blanc. On se rassemblait dans le salon, chacun trouvait sa place habituelle. Votre père dans son fauteuil, votre mère sur le canapé avec son tricot, les enfants allongés par terre. Et pendant quelques heures, on regardait ensemble, on commentait, on s'endormait parfois, bercé par le ronronnement du poste et par la digestion. Ces moments de télévision partagés créaient une culture commune. Le lundi matin, à l'école ou au travail, tout le monde avait vu les mêmes programmes. On en discutait, on en débattait. C'était avant l'époque du streaming, avant que chacun ne regarde ce qu'il veut, quand il veut, seul sur son écran. On était synchronisés, on appartenait à la même expérience collective. Et puis venait le soir. La fin du dimanche avait quelque chose de mélancolique. On savait que demain, ce serait lundi. L'école, le travail, la routine. Mais cette mélancolie même faisait partie du rituel. Elle donnait de la saveur au dimanche, elle le rendait précieux justement parce qu'il allait finir. Le dîner du dimanche soir était l'exact opposé du déjeuner. Léger, rapide, presque improvisé. Les restes du midi réchauffés, une omelette, une soupe. On mangeait devant la télévision, chose impensable à midi. Il y avait 7 sur 7, le journal télévisé rallongé où Anne Sinclair recevait les grands de ce monde. Votre père commentait, s'énervait parfois, approuvait rarement. Vous vous rappelez de cette émission? Elle marquait officiellement la fin du dimanche. Quand le générique de 7 sur 7 commençait, vous saviez qu'il était temps d'aller vous coucher, de préparer votre cartable pour le lendemain, de retrouver le monde du lundi matin. Cette transition entre le temps suspendu du dimanche et le temps compté de la semaine avait quelque chose de rituel, presque liturgique. Mais ces dimanches des années 80, ils étaient bien plus que de simples journées de repos. Ils étaient le reflet d'une société, d'une époque, d'une certaine idée de la famille et de la transmission. Dans ces repas qui duraient des heures, dans ces conversations qui sautaient du coq à l'âne, dans ces moments passés ensemble sans autre but que d'être ensemble, quelque chose se transmettait. On apprenait sans s'en rendre compte. On apprenait à écouter les anciens, à respecter la parole donnée, à tenir sa place à table. On apprenait les codes sociaux, les bonnes manières, mais aussi l'art de la conversation, du débat, de la contradiction respectueuse. On apprenait que le temps n'est pas seulement une ressource à optimiser, mais un espace à habiter. Ces dimanches-là tissaient aussi notre identité. C'est autour de ces tables que se construisaient les légendes familiales, que se racontaient les histoires des générations précédentes. Votre grand-mère évoquait son enfance pendant la guerre, les tickets de rationnement, les privations. Votre grand-père parlait de son premier vélo, de son service militaire en Algérie, sujet dont on ne parlait pas trop mais qui revenait quand même, par bribes. Vous entendiez ces récits chaque dimanche, avec quelques variantes, quelques détails ajoutés ou oubliés. Et sans vous en apercevoir, vous deveniez le dépositaire de cette mémoire familiale. Vous étiez le maillon suivant de la chaîne. Un jour, ce serait à vous de raconter ces histoires, d'évoquer ces dimanches d'autrefois devant des enfants ou des petits-enfants qui vous écouteraient avec la même attention distraite que vous portiez alors au récit de vos aînés. Et puis, progressivement, insidieusement, tout a changé.
Ce n'est pas arrivé d'un coup. Il n'y a pas eu de date précise où tout a basculé. Mais au fil des années 90, puis des années 2000, ces dimanches ont commencé à se fragmenter, à se diluer, à perdre leur caractère sacré. D'abord, les grandes surfaces ont ouvert le dimanche. Plus besoin d'aller au marché, on pouvait faire ses courses n'importe quand. Puis le travail du dimanche s'est généralisé. Certains membres de la famille n'étaient plus disponibles. Il fallait s'organiser autrement, repousser le repas, le raccourcir. L'arrivée d'Internet et des téléphones portables a fait le reste. Chacun dans son coin, connecté à son écran, déconnecté des autres. Aujourd'hui, ces dimanches-là n'existent plus. Oh, bien sûr, on se retrouve encore en famille de temps en temps. Mais ce n'est plus pareil. Ce n'est plus systématique, ce n'est plus rituel. C'est devenu l'exception, l'événement, quelque chose qu'il faut planifier des semaines à l'avance parce que tout le monde a des emplois du temps chargés. Et quand on se retrouve, on ne reste plus des heures à table. On mange plus vite, on regarde sa montre, on pense déjà à ce qu'on doit faire après. Les enfants s'ennuient, ils réclament leur tablette. Les conversations sont interrompues par les notifications qui vibrent dans les poches. On prend des photos du repas pour les poster sur les réseaux sociaux au lieu de simplement le vivre. Le temps lui-même a changé de nature. Il n'est plus cette étendue infinie qu'on pouvait habiter tranquillement. Il est devenu cette denrée rare qu'il faut optimiser, rentabiliser. On ne peut plus se permettre de perdre son temps. Et ces dimanches d'autrefois, précisément, c'étaient des journées entièrement consacrées à perdre son temps magnifiquement. Mais vous savez quoi? Ces dimanches ne sont pas complètement morts. Ils survivent en nous, dans nos mémoires, dans nos corps mêmes. Vous l'avez sûrement ressenti, cette sensation étrange qui vous prend parfois le dimanche après-midi, vers 3 heures. Une sorte de nostalgie diffuse, une mélancolie sans objet précis. C'est la mémoire de ces dimanches d'autrefois qui remonte à la surface. Votre corps se souvient. Il se souvient du rythme lent de ces journées, de la torpeur qui suivait les repas, du temps qui s'étirait sans fin. Il se souvient, il réclame. Il réclame cette pause, ce ralentissement, cette possibilité de ne rien faire d'autre que d'être là, simplement là, entouré des siens. Ces dimanches des années 80, ils ne reviendront pas. Le monde a changé, nous avons changé. On ne peut pas revenir en arrière, et peut-être ne le faudrait-il pas. Ces dimanches avaient aussi leurs côtés étouffants, leurs non-dits, leur rigidité. Mais quelque chose s'est perdu en chemin. Quelque chose d'essentiel. La capacité à ralentir. La capacité à être présent, vraiment présent, sans penser à ce qu'on devra faire après. La capacité à écouter sans attendre son tour de parler. La capacité à s'ennuyer et à laisser cet ennui se transformer en rêverie, en créativité. La capacité, simplement, à habiter le temps au lieu de le subir. Alors oui, si vous avez grandi dans les années 80, vous vous souvenez forcément de ces dimanches. Vous vous souvenez de leur lenteur, de leur douceur, parfois de leur ennui aussi. Vous vous souvenez des odeurs qui montaient de la cuisine, des voix qui se mêlaient autour de la table, du silence de l'après-midi quand tout le monde faisait la sieste. Et ce souvenir-là, personne ne pourra vous l'enlever. Il fait partie de vous, il a façonné qui vous êtes devenu. Ces dimanches vous ont appris que le bonheur n'est pas toujours dans l'extraordinaire, dans l'exceptionnel. Il est souvent dans la répétition, dans le rituel, dans ces moments ordinaires qu'on ne remarque même pas sur le moment mais qui, avec le recul, se révèlent avoir été les plus précieux. Ces dimanches-là ne reviendront pas. Mais ils continuent de vivre en nous. Dans nos mémoires bien sûr, mais aussi dans nos aspirations. Ce que nous cherchons tous aujourd'hui, cette quête du slow, cette volonté de déconnecter, de ralentir, de retrouver du sens, ce n'est rien d'autre que la nostalgie de ces dimanches d'autrefois. Nous cherchons à retrouver ce que nous avons perdu. Ce temps gratuit, ce temps sans but,
ce temps qu'on ne mesure pas en productivité mais en présence. Et peut-être que c'est ça, finalement, le plus beau cadeau que nous ont laissé ces dimanches des années 80. Le souvenir qu'une autre façon de vivre est possible. Qu'on peut prendre le temps. Qu'on doit prendre le temps. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez en famille un dimanche, essayez. Essayez de ralentir. Éteignez vos téléphones. Laissez le repas durer. Laissez les conversations dériver. Laissez les enfants s'ennuyer un peu. Laissez le temps reprendre sa vraie dimension, celle qu'il avait dans ces dimanches d'autrefois. Vous verrez. Quelque chose se passera. Quelque chose de simple et de profond à la fois. Vous retrouverez, l'espace de quelques heures, un peu de cette magie perdue. Un peu de ce bonheur tranquille qui ne cherchait rien d'autre que d'être là, ensemble, dans le présent qui passe et qui reste à la fois. Ces dimanches des années 80, ils nous ont appris l'essentiel. Que le bonheur n'attend pas. Qu'il est là, maintenant, dans ces moments ordinaires qu'on partage. Dans le bruit des couverts sur les assiettes, dans les rires qui éclatent autour de la table, dans le silence confortable qui s'installe quand on n'a plus rien à se dire mais qu'on est bien ensemble quand même. Et tant que nous serons là pour nous en souvenir, ces dimanches ne disparaîtront jamais vraiment. Ils continueront de vivre quelque part entre hier et aujourd'hui, entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Ils continueront de nous rappeler qu'une autre façon de vivre est possible. Plus lente, plus présente, plus humaine. Pour toujours.